All rise, we are good away. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. Lors d'audience du mécanisme international appelé à exercer la fonction résiduelle de tribunaux pénaux et ouverts. Please be seated. Good morning. Madame le juge Niambé, la présidente. Bonjour, mesdames et messieurs. Est-ce que vous m'entendez? Le greffier d'audience. Bonjour, madame le juge. Oui, nous vous entendons bien. La présidente. Sachant que certains d'entre nous participent à cette audience par voie de visioconférence, je tiens à souligner que seulement la personne qui est en train de s'exprimer est autorisée à brancher son micro. Quant aux autres participants, je vous serai reconnaissante de bien vouloir débrancher le micro jusqu'au moment où vous aurez la parole. Merci de votre coopération. Nous allons maintenant commencer le procès en appel. La défense. Madame le juge, nous entendons l'interprétation vers le français sur le canal anglais. Madame le juge, en effet. Can I proceed? La présidente, puis-je continuer? Very well. We are looking into the Registrar, issue. could you please call the... Le greffier d'audience, nous sommes en train d'étudier le problème. La présidente, veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il vous plaît, le greffier d'audience. Bonjour, Madame la présidente, messieurs les juges, ceci est l'affaire MTPI 1356A, le procureur contre Ratko Mladic. The interpreters are really bothered by the French they hear all the time. Les interprètes de la cabine anglaise, les interprètes trouvent qu'il est très problématique d'entendre tout le temps l'interprétation vers le français. Your Honours, my IT colleagues are looking into the issue. We will get back to you. Le greffier d'audience, Madame la présidente, messieurs les juges, mes collègues sont en train d'étudier le problème et nous vous ferons savoir ce qui se passe.
This is a test 1, 2, 3. This is a test 1, 2, 3. Le greffier d'audience, ceci est un test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que la situation s'est améliorée? Je teste encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madame la Présidente, Messieurs les juges, je peux vous le faire savoir que le problème a été réglé. Je teste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour la cabine française. Nous sommes en train de procéder à des tests. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La cabine française procède à des tests. Est-ce que vous m'entendez? Presiding judge, the situation has been resolved. Le greffier d'audience, Madame la Présidente, le problème a été réglé. Encore des tests pour la cabine française, je ne sais pas s'ils sont nécessaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais regarder, je vais en profiter pour étudier l'un des textes qui vont être lus, mais ça c'est peut-être pas une bonne idée. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un autre essai pour la cabine française.
Okay. I think we're online. Sorry, just we're online. Okay. All right. Looks like. Good morning. Are we connected? You can hear me now? La présidente, bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Le greffier d'audience, bonjour, Madame la Présidente. Oui, je vous entends. Nous pouvons commencer le travail. Les problèmes ont été réglés. La Présidente. Très bien, nous recommençons alors. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Sachant que certains d'entre nous participent à cette audience par voie de visioconférence, je tiens à souligner que seulement la personne qui est en train de s'exprimer est autorisée à brancher son micro. Quant aux autres participants, je vous serai reconnaissante de bien vouloir débrancher le micro jusqu'au moment où vous aurez la parole. Merci de votre coopération. Nous allons maintenant commencer le procès en appel. Monsieur le greffier, veuillez appeler le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, merci et bonjour Madame le juge, ceci est l'affaire MTPI 1356A, le procureur contre Ratko Mladic. La présidente, merci. Monsieur Mladic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Mr. Mladic has said he's... La défense, Monsieur Mladic nous dit qu'il n'entend rien. La présidente, je crois comprendre qu'un autre juge n'entend rien non plus. Le juge Panton. Très bien. Est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Le greffier d'audience. Oui, Madame le juge, nous vous entendons maintenant. Nous vous entendons très bien en ce moment. La présidente. Très bien, monsieur le greffier, veuillez appeler s'il vous plaît le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, madame le juge, ceci est l'affaire MTPI 1356A, le procureur contre Ratko Mladic. La présidente. Merci. Monsieur Mladic, pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? From Mr. Je n'entends pas monsieur Mladic répondre. Est-ce que quelqu'un peut brancher son micro, s'il vous plaît? L'appelant. Oui, je suis en train de suivre l'interprétation vers ma propre langue. Je suis en train de suivre ce qui se passe. La présidente, j'ai entendu monsieur Mladic s'exprimer, mais je n'ai pas reçu l'interprétation des propos qu'il a prononcés. Pardon? Monsieur Mladic, je n'entends pas l'interprétation de ce que madame est en train de dire. I take it you are saying you can follow. La présidente, j'ai cru comprendre que vous avez dit que vous étiez en mesure de suivre la procédure dans une langue que vous comprenez. L'appelant, oui. En ce moment, oui. La présidente, merci. Je vais maintenant inviter les parties à se présenter, à commencer par l'accusation. L'accusation, bonjour, Madame la Présidente, Messieurs les juges et Mesdames les juges. L'accusation est représentée par Laurel Bake et Barbara Goy. Nous sommes accompagnés de notre commis à l'affaire, Janet Stewart, et aujourd'hui, dans la salle d'audience, nous avons également 3 collègues qui nous accompagnent, Rafael Braga de Silva, et un peu plus tard dans la journée, nous aurons également Maria Jamani et Catherine Inaudible. Merci.
La présidente, j'invite maintenant la défense à se présenter. La défense, bonjour Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les juges. La défense est représentée par Dragan Ivetic, conseil de Monsieur Mladic. Et dans la salle d'audience, je serai rejoint par Peter Louis Baggett, la consultante juridique de Monsieur Mladic. Merci. La présidente, merci. À titre préliminaire, avant de donner la parole au conseil de M. Mladic, je fais observer que le conseil de la défense a envoyé une lettre au juriste hors classe de la chambre d'appel demandant que le droit d'intervenir pendant le procès en appel soit accordé à leur consultant juridique, à savoir Mme Peter Louis Baggett et M. Boris Zorko. L'accusation ne s'est pas opposée à cette requête. Je fais observer en outre que pour étayer sa requête, le conseil de M. Mladic a fourni des lettres émanant du Bureau de l'aide juridictionnelle et de la défense, montrant que Mme Baggett et M. Zorko ont été officiellement chargés de travailler en qualité de consultants juridiques au sein de l'équipe de la défense de M. Mladic. Au vu de ces circonstances, la Chambre d'appel accorde à Mme Baggett et à M. Zorko le droit d'intervenir au cours du présent procès en appel. En fait, Monsieur Mladic, c'était je m'adresse au conseil de Monsieur Mladic. Je vous invite à prendre la parole. En fait, merci. Ratko Mladic et l'accusation ont tous deux interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2017 par la Chambre de première instance 1 du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le 16 décembre 2019, la Chambre d'appel a ordonné que le procès en appel se tiendrait le 17 et le 18 mars 2020. Le procès a été suspendu compte tenu de la requête de M. Mladic relative à une intervention chirurgicale qu'il devait subir, suivie d'une période de convalescence. Le 1er mai 2020, ayant constaté le rétablissement de Ratko Mladic après l'intervention chirurgicale, la Chambre d'appel a fixé les nouvelles dates du procès en appel au 16 et 17 juin 2020, faisant toutefois observer que ce nouveau calendrier pourrait changer en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Le 28 mai 2020, la Chambre d'appel a de nouveau suspendu le procès en appel au motif que la défense n'était pas disponible et que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 avaient entraîné des complications. Le 17 juin 2020, la Chambre d'appel a fixé la date du présent procès en appel. La présente affaire porte sur la responsabilité pénale de Ratko Mladic, qui a été nommé au poste du commandant de l'état-major de... Excusez-moi. Right, we are reconnected. Nous sommes en train de nous reconnecter. Très bien. Alors, comme je viens de le dire, la précédente affaire porte sur la responsabilité pénale de Ratko Mladic, qui a été nommé au poste du commandant de l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, la VRS, le 12 mai 1992 par l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Ratko Mladic a continué à exercer les fonctions de commandant de l'état-major de la VRS au moins jusqu'au 8 novembre 1996. La Chambre de première instance a déclaré Mladic coupable, en application de l'article 7.1 du statut du TPY, de génocide, de crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre. Plus particulièrement, la Chambre de première instance a conclu que du 12 mai 1992 au 30 novembre 1995, Ratko Mladic a participé à une ECC principale, c'est-à-dire une entreprise criminelle commune visant à chasser à jamais les musulmans et les croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine, par la commission des crimes de persécution, d'extermination, de meurtre, d'actes inhumains prenant la forme de transferts forcés et d'expulsion. La Chambre de première instance l'a déclaré coupable de ces crimes. Elle a conclu en outre qu'entre le 12 mai 1992 et le mois de novembre 1995, Ratko Mladic a participé à une entreprise criminelle commune visant à répandre la terreur au sein de la population civile de Sarajevo par une campagne de tirs isolés et de bombardements.
Elle l'a déclaré coupable des crimes de terrorisation, d'attaques illicites contre des civils et de meurtre. La Chambre de première instance a également conclu qu'à partir des jours qui ont immédiatement précédé le 11 juillet 1995 jusqu'au mois d'octobre 1995 au moins, Ratko Mladic a participé à une entreprise criminelle commune visant à éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica en tuant les hommes et les garçons et en chassant par la force les femmes, les enfants et quelques hommes âgés. Elle a déclaré coupable des crimes de génocide, persécution, actes inhumains ayant pris la forme de transferts forcés, de meurtres et d'extermination. Enfin, la Chambre de première instance a conclu que du 25 mai 1995 environ au 24 juin 1995 environ, Ratko Mladic a participé à une entreprise criminelle commune visant à prendre en otage des soldats de l'Organisation des Nations Unies déployés en Bosnie-Herzégovine et à les détenir dans des lieux militaires stratégiques en vue d'empêcher l'organisation du traité de l'Atlantique Nord de mener des frappes aériennes contre des objectifs militaires serbes de Bosnie. Elle a déclaré coupable du crime de prise d'otage constitutif des violations des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a condamné Ratko Mladic à une peine d'emprisonnement à vie. Mr. Mladic advances 9 grounds of appeal. Ratko Mladic soulève 9 moyens d'appel et présente de nombreuses branches de moyens d'appel dans lesquelles il formule des griefs contre les déclarations de culpabilité et la peine prononcée à son encontre. Il demande à la Chambre d'appel d'infirmer les conclusions erronées tirées par la Chambre de première instance et les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre et de l'acquitter. À titre subsidiaire, Ratko Mladic demande l'ouverture d'un nouveau procès ou une réduction de sa peine. L'accusation répond que l'appel de Mladic devait être rejeté dans sa totalité. L'accusation soulève 2 moyens d'appel dans lesquels elle formule des griefs contre certaines conclusions tirées par la Chambre de première instance, notamment l'acquittement prononcé pour le génocide en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune principale. L'accusation demande à la Chambre d'appel de corriger les erreurs commises par la Chambre de première instance et de déclarer Ratko Mladic coupable de génocide visé au chef 1 de l'acte de l'accusation à raison de sa participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie ou à titre subsidiaire à raison de sa participation à une entreprise criminelle commune de troisième catégorie ou en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut du TPY. Ratko Mladic répond que l'appel de l'accusation devrait être rejeté dans sa totalité. Je vais maintenant expliquer brièvement de quelle manière nous allons procéder. Je voudrais rappeler que le procès en appel n'est pas un nouveau procès et que les parties doivent s'abstenir de reprendre les arguments présentés en première instance. Leurs exposés doivent se limiter aux erreurs de droit qui invalident le jugement et aux erreurs de fait qui entraînent une erreur judiciaire. Au cours de l'audience, les parties peuvent présenter leurs moyens d'appel dans l'ordre qu'elles jugent approprié. Elles sont tenues de présenter leurs arguments de manière précise, claire et succincte, et de fournir des références précises, renvoyant aux documents sur lesquels elles cherchent à s'appuyer. Je rappelle également que les 2 parties doivent veiller à ne pas communiquer des informations confidentielles, notamment celles qui permettraient d'identifier un témoin protégé. En l'exécution de la décision rendue le 17 juillet 2020, le calendrier des audiences a été adapté afin d'assurer la sécurité de ceux qui participent au procès en personne. Entre autres, nous allons ménager des pauses d'1 heure entre chaque session pour permettre un nettoyage en profondeur
et une bonne aération des locaux. Aujourd'hui et demain, les audiences se dérouleront comme suit. Aujourd'hui, nous allons entendre les arguments présentés à l'appui de l'appel interjeté par Ratko Mladic pendant 1 heure. Après une pause d'1 heure, nous allons de nouveau entendre les moyens d'appel de Mladic pendant 1 heure. Puis, après une autre pause d'1 heure, le conseil de Ratko Mladic aura encore 1 heure à sa disposition pour présenter ses arguments. Après une nouvelle pause d'1 heure, l'accusation répondra pendant 1 heure et après une dernière pause d'1 heure, elle pourra continuer sa réponse pendant 1 heure. Demain, à partir de 9h30, l'accusation aura 1 heure pour terminer l'exposé de sa réponse. Après une pause d'1 heure, le conseil de Ratko Mladic aura 1 heure pour répliquer. Une pause d'1 heure suivra, après laquelle nous entendrons les 30 dernières minutes consacrées à la réplique de Ratko Mladic. Cet exposé sera suivi immédiatement par la présentation des moyens d'appel de l'accusation pendant 30 minutes. Après une pause d'1 heure, le conseil de Ratko Mladic aura 30 minutes pour répondre, après quoi l'accusation aura 15 minutes pour répliquer. Enfin, Ratko Mladic aura 10 minutes pour faire une déclaration s'il le souhaite. J'aimerais maintenant inviter le conseil de Ratko Mladic à présenter les moyens d'appel de la défense. Vous avez 1 heure à votre disposition au cours de cette session. Thank you, Madam Presiding Judge. Bonjour et merci, Madame la juge présidente. Avant de commencer, je voudrais simplement inscrire au procès-verbal d'audience que pendant la présentation, nous avons eu quelques minutes de diffusion en anglais et M. Mladic s'est plaint en disant qu'il a du mal à suivre la procédure car il entendait l'anglais également en même temps que la traduction. Madame, Messieurs les juges, avant de démarrer cet appel, il m'a été donné mandat d'inscrire au procès-verbal des objections, des informations et des réserves en matière de droit pour protéger les intérêts de M. Mladic et expliquer ma présence. Le conseil principal Lukic et le consultant légal Zorko de Serbie ne sont pas à même d'assister à l'audience se basant sur des consultations avec leur barreau et leur code de déontologie qui les empêchent d'agir contre les instructions explicites de leurs clients et également l'absence d'une dérogation qui les empêche de substituer leurs intérêts aux droits de leurs clients. Et de même, les risques liés au voyage peuvent avoir un impact négatif sur la santé du client. Et enfin, le code serbe et le barreau serbe ont une position très forte et adoptent une position très forte, interdisant des procédures uniquement par vidéo en la matière. Ces déclarations et ma propre déclaration sont faites en partant d'une position très difficile qui nous a été imposée par les décisions de la majorité par rapport à nos écritures les plus récentes, nous forçant à poursuivre sans compétences juridiques lors de l'audience pour M. Mladic. Après consultation et discussion avec le conseil, les avocats du Conseil de déontologie de la Cour suprême de l'Illinois et de la commission disciplinaire, et après une étude détaillée et une étude également des règles de déontologie auxquelles on m'a renvoyé, ainsi qu'après avoir étudié la littérature juridique et la jurisprudence pertinente en rapport avec ces mêmes questions, on m'a rappelé mes devoirs déontologiques et professionnels qui entrent en conflit avec la décision de la majorité de poursuivre cette audience d'appel aujourd'hui. À la lumière des conclusions raisonnables
en bonne foi concernant la mauvaise santé de mon client et son incapacité à se préparer comme il faut et à nous donner des instructions, et le fait que nous pouvons raisonnablement croire en ses capacités diminuées, je suis personnellement et professionnellement amené à faire objection fortement à la décision de la majorité et à cette audience en appel aujourd'hui. Dans le cadre de mes obligations éthiques et professionnelles et de la jurisprudence, cette audience aujourd'hui est inappropriée et menace, comme l'a déclaré le juge président Nyambe dans son opinion dissidente, et constitue une erreur judiciaire, expliquant que je ne puisse accepter d'être un participant silencieux dans ces procédures non acceptables. Ma présentation lors de la dernière conférence de mise en état et les écritures déposées par la suite par la défense ont été faites en accord avec le modèle de règles de déontologie et les commentaires 1.14, etc., et également les règles de conduite professionnelle de l'Illinois 1.14, etc., qui concernent les clients diminués. Des consultations, de longues consultations avec le conseil déontologique et une étude détaillée des autorités importantes en la matière expliquent mes actions comme suit. Conscient de mon rôle en tant qu'agent de la Cour et préoccupé et ne souhaitant pas induire la Cour en erreur, un conseil comme moi doit sérieusement remettre en question la pertinence qu'il y a à autoriser mon client diminué et moi-même à poursuivre aujourd'hui alors que les questions de compétences ne sont pas encore résolues. Et je voudrais là faire référence à Bennett, un tour guidé dans des normes de l'Association du barreau américain relatif à l'incapacité d'un client à subir un procès. 53 Géo Wash Rev 375, 383 384 de 1985. L'Association du barreau américain et les normes de santé mentale de la justice pénale de l'ABA, notamment le 7-4.2, exige qu'en tant que conseil de la défense, je puisse soulever la question de la compétence, même si cela entre en conflit avec les obligations envers la Cour. Autrement, j'irai à l'encontre des critères professionnels et déontologiques de ma juridiction et de ma région. Et cela irait à l'encontre des intérêts de mon client. Par ailleurs, je note que l'accusation et les juges ont cette même obligation professionnelle et déontologique d'empêcher à ce que le processus juridique soit bafoué par des procédures allant à l'encontre d'un défendant incompétent ou n'ayant pas les compétences nécessaires. Le juge président Nyambe et la défense ont agi en accord avec les obligations professionnelles qui leur incombent en tant qu'agent de la Cour. Le client, M. Mladic, a enfin l'autorité de déterminer les objectifs de son conseil, notamment dans le cadre d'un appel où des décisions importantes sont prises. Je suis incapable de prendre des instructions ayant réellement un sens de M. Mladic, et il n'est pas non plus à même de participer du fait de la décision de la majorité. Dans ces circonstances, les autorités consultées dans ma juridiction m'ont dicté et demandé à ce que, en tant que
responsable juridique, je protège les droits à une procédure établie d'une personne qui n'a pas les capacités nécessaires de faire face à un procès et demander de manière véhémente à ce que l'on tienne compte des souhaits de mon client. Autrement, la personne dans l'incapacité de subir un procès n'a pas de voix dans ces procédures. C'est une obligation éthique en tant qu'agent de la Cour qui protège également ces procédures d'une attaque basée sur une violation des droits de la procédure établie. Ici, cela va dans le cadre des statuts du MRTPI et de la jurisprudence. Et c'est la raison pour laquelle je dois faire objection et inscrire au procès-verbal d'audience l'erreur de la majorité et ses conséquences. C'est un déni de la procédure établie de prendre une décision ou de poursuivre de manière pénale quelqu'un qui n'a pas la compétence de subir un procès. Et à ce stade, la Cour devrait, de sa propre initiative, conduire et mener une audience en la matière. Je vais vous citer 3 affaires aux États-Unis. Pate contre Robinson, 1966. Dusky contre les États-Unis, 362 US 402 1960 per curiam, cité avec approbation dans Indiana contre Edwards 128 en 2008. Deuxièmement, il y a une présomption selon lesquels des examens psychiatriques et d'autres examens seraient inclus dans le processus de prise de décision. Mata contre Johnson, le tribunal d'appel des États-Unis, 5e CIR en l'an 2000, citant la Cour suprême des États-Unis dans Reese contre Payton, 384 US 312 1966. Même en assumant ceci, et en assumant que la Cour n'ait pas reçu d'éléments de preuve permettant de soulever un doute en bonne foi concernant la compétence, ma Cour suprême demande à ce que la Cour tienne compte de toute présomption fondée, raisonnablement fondée, contre des dérogations et le non-respect des droits fondamentaux à la procédure établie. Mata contre Johnson, tribunal d'appel des États-Unis, 5e circonscription, citant Hodges contre Easton dans la Cour suprême, 106 US 408-412. Dans ce cas, et cette affaire contre M. Mladic, la majorité, sans examen d'experts médicaux en la matière, m'ont forcé à me retrouver dans cette situation intenable de poursuivre cette audience en appel en violation de tous les principes juridiques mentionnés concernant ma région. Et dans certains cas, même en violation des normes éthiques professionnelles dans d'autres juridictions, ce qui explique la raison pour laquelle le conseil Lukic et le consultant Zorko ne peuvent aujourd'hui assister à l'audience, car y assister aurait été les mettre dans une position les amenant à bafouer le code de déontologie de leur région et de leur instance agréée. Ma présence aujourd'hui en tant que co-conseil se fait dans le cadre d'une objection constante de protestation et de réserve les plus véhémentes en matière de droits. Mon client n'a pas renoncé à ses droits en la matière, pas plus que moi-même ou le conseil Lukic n'avons renoncé à ses droits pour lui. Et nous ne pouvons pas laisser la majorité violer ses droits à une procédure établie.
Madame, Messieurs les juges, ma présence aujourd'hui a une portée limitée et, une fois de plus, elle est liée à une décision prise par la majorité. Je suis professionnellement incapable de présenter complètement et en totalité l'appel comme cela avait été envisagé, ni pouvoir avoir une participation ayant réellement un sens, ni recevoir des instructions de mon client. Une fois de plus, je le répète, en raison de la position dans laquelle la majorité m'a placé. Et personnellement, conformément à mes devoirs sur le plan éthique, et après consultation avec le barreau de ma région, et après avoir revu dans le détail la jurisprudence et la littérature en la matière, ne peut accepter que ceci soit la dernière audience en appel et ferai ce qui est en mon pouvoir pour préserver l'ensemble des droits de mon client à une autre procédure si et quand il aura les capacités qui lui permettront de le faire. Et je sais qu'à la lumière d'une opinion dissidente du président du juge Nyambe, en termes très clairs, cette procédure peut être considérée comme une erreur judiciaire remettant en cause et menaçant l'intégrité de ces procédures sans avoir de témoignage d'experts médicaux concernant la capacité mentale et la capacité physique et la compétence de participer pleinement pour M. Mladic. Et sur la base de tout ceci, M. Mladic n'a pas non plus renoncé à ses droits d'avoir une audience en appel complète à une autre date. Et je ne renonce pas à quelque droit que ce soit concernant une partie de l'appel et je m'engage aujourd'hui dans ma capacité limitée, en bonne foi, en tant qu'agent de la Cour et conformément aux consultations avec le barreau de l'Illinois et le code de déontologie de ma région, et les juges, bien entendu, des États-Unis. Du fait de cette objection et de la réserve que j'ai soulevée concernant les droits, je vais maintenant demander à mes collègues d'inscrire, ces éléments expliquant ce qu'il en est pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vais maintenant passer la parole à Madame Bagot. Bonjour, Madame le juge président, Mesdames, Messieurs les juges. Monsieur Evich et moi-même allons faire des présentations au nom de Monsieur Mladic sur les moyens d'appel qui ont été fixés dans le mémoire d'appel. Nous invitons la Chambre à infirmer la peine de Monsieur Mladic et la décision prise par la Chambre de première instance le 22 novembre 2017. Nous n'envisageons pas de faire des présentations sur tout moyen d'appel et toute branche de moyens d'appel mentionnée dans le mémoire d'appel. Étant donné l'importance de cet appel et toutes les présentations par écrit exhaustives et détaillées que la Chambre a déjà reçues sous forme d'un mémoire d'appel et en réplique à la réponse de l'accusation, nous nous adresserons à la Chambre en ne mentionnant que certains moyens sélectionnés. Je vais donc m'adresser à la Chambre sur les moyens d'appel 1, 2 et 4 du mémoire d'appel. Et M. Ivedic s'adressera à la Chambre sur les moyens d'appel 3 et 5 et nous passerons ensuite à nos remarques de conclusion. Avant de passer donc à l'essentiel de cet appel, je voudrais faire que quelques remarques liminaires. Les cours pénales internationales et les tribunaux pénaux internationaux sont des institutions qui ne sont pas permanentes. Et les décisions prises par les tribunaux ont un impact qui va au-delà des résultats purement juridiques. Et les conséquences d'une condamnation, ou si je me permets de le dire, d'un acquittement, ont un impact qui va au-delà des quatre murs de ce prétoire. Pour beaucoup, les condamnations sont considérées comme une victoire et les acquittements comme un échec. Non seulement est-ce que l'accusation fait l'objet d'un examen
lorsqu'il n'y a pas de condamnation, mais les critiques sont dirigées contre le système judiciaire. Et en fait, c'est l'application de la loi en tant que telle qui peut être vue comme quelque chose allant à l'encontre de la justice et qui fait que les tribunaux pénaux internationaux et les cours pénales internationales sont tellement inhabituels en tant qu'institutions juridiques. Ils sont ou ne sont pas simplement des cours pénales, et il s'agit donc d'audiences des cours pénales, finalement. Et l'on peut dire que les procès devant de tels tribunaux exigent la même position que le fardeau de la preuve dans d'autres tribunaux pénaux. Et ils impliquent également la même application et la même présomption d'innocence à toutes les étapes du procès. Si l'accusation n'arrive pas à prouver la culpabilité, alors l'accusé doit être acquitté. La loi est très claire à cet égard. Comme il a été dit dans la déclaration liminaire au procès de Nuremberg, nous ne devons jamais oublier que nous serons jugés et que les bases sur lesquelles nous jugeons ces défendants aujourd'hui feront l'histoire et que nous serons jugés demain. Nous devons donc faire objet et démontrer un détachement, une intégrité intellectuelle dans nos tâches, car ce procès restera pour la postérité et sera une preuve des aspirations de l'humanité à rendre justice. Et lorsque les procès pénaux internationaux étaient à leur début, il a d'abord été indiqué que l'application du droit et de la loi doit se faire dans l'équité la plus claire. Dans le passé et actuellement, l'on reconnaît que les normes doivent être appliquées. Et lorsque les juges de ce tribunal ont prêté serment d'agir dans l'honneur, la foi, l'impartialité et la conscience et de mener leur devoir et d'exercer leur pouvoir dans ce sens, il incombe au judiciaire un fardeau très lourd et quelquefois difficile et impopulaire de prendre des décisions qui vont dans ce sens. Et nous invitons la Chambre à le faire. Et ceci implique que la Chambre reconnaît que le principe fondamental au droit à un procès équitable n'est pas simplement de la rhétorique et rien de plus. Pendant cet appel, M. Ivetic et moi-même aborderons les erreurs de la Chambre de première instance. Comme nous avons perdu la connexion avec le juge président, est-ce que vous pouvez attendre à ce que la connexion soit rétablie, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Est-ce que nous savons à quel moment nous avons perdu la connexion? We are back. You can hear me? Est-ce que vous m'entendez? Demande le juge Niambe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame le juge, la connexion fonctionne. J'avais perdu la connexion, mais vous pouvez poursuivre. Madame le juge président, est-ce que vous pourriez me dire où nous en étions au moment où la connexion a été interrompue? Vous nous rappeliez le fait que les décisions de ce tribunal doivent, etc. Je n'ai pas une copie de la transcription et je pense qu'il vaut mieux reprendre là où vous expliquiez les éléments que chaque conseil va aborder devant ce tribunal. Bien, je vais y revenir.
Donc, je vais maintenant indiquer que je vais donc aborder les moyens 1, 2 et 4 et que M. Ivetic, dans sa présentation, parlera des moyens 3 et 5. Et avant de passer au cœur même de cet appel, je voudrais faire quelques remarques liminaires. Les tribunaux pénaux internationaux et les cours pénales internationales sont des institutions inhabituelles. Les décisions faites par le tribunal et prises par le tribunal ont un impact qui va au-delà des résultats et des conclusions juridiques simplement. Les conséquences d'une condamnation, si vous le permettez, d'un acquittement ont un impact qui va au-delà de ces 4 murs. Pour beaucoup, les condamnations sont considérées comme une victoire et l'acquittement comme un échec. Non seulement l'accusation fera l'objet d'un examen et détaillé lorsqu'il n'y a pas de condamnation, mais il y aura des critiques à l'encontre du système judiciaire. Et c'est le fait que appliquer le droit simplement peuvent quelquefois aller à l'encontre des intérêts de la justice, et c'est ce qui rend les cours et les tribunaux pénaux internationaux si inhabituels en tant qu'institutions juridiques. Ils le sont. Il s'agit, ou il ne s'agit pas, de cours pénales, d'audiences de cours pénales et de tribunaux pénaux finalement. Et il est commun de dire que les procès devant ce tribunal exigent la même application stricte du fardeau et de la norme de la preuve que d'autres tribunaux pénaux. Ils exigent la même application rigoureuse de la présomption d'innocence à toutes les étapes du processus. Si l'accusation n'arrive pas à montrer ce qu'il en est, il faut à ce moment-là acquitter. Elle n'arrive pas à prouver les preuves à charge, alors l'accusé doit être acquitté. Le droit en la matière est impartial. Comme l'a dit, cela a été dit dans le cadre de Jackson, dans la déclaration d'ouverture au procès de Nuremberg, nous ne devons pas oublier que nous serons jugés et que ce procès verbal sera jugé par l'histoire. Et nous devons donc répondre aux aspirations de l'humanité qui est de rendre justice. Lorsque des procès pénaux internationaux ont démarré, et on a reconnu clairement et constaté clairement que l'application de la loi doit être inscrite dans l'équité. Dans le passé et actuellement, l'on comprend et l'on constate que la justice ne peut être rendue si il n'y a pas impartialité et si l'on ne respecte pas la procédure établie. Lorsque les juges à ce tribunal ont prêté serment, ils ont prêté serment de mener leurs devoirs et de conduire leurs devoirs et d'exercer leur pouvoir de manière honorable, impartiale et en conscience. Et c'est donc un fardeau lourd qui, quelquefois, les amène à prendre des décisions difficiles et non populaires pour que simplement ce qui est juste et droit dans le cadre de la loi puisse être appliqué. Et même si les décisions prises ne sont pas faciles ou populaires, nous considérons néanmoins que cela est juste. Cela est juste parce que cela représente une application impartiale du droit et de la loi. Et cela est juste parce que cela représente le fait que la Chambre reconnaît que le principe fondamental à un procès équitable n'est pas simplement de la rhétorique pure. Au cours de cet appel, M. Ivetic et moi-même, nous allons aborder les erreurs de la Chambre de première instance. Certaines, comme on a pu le voir dans le mémoire d'appel, sont des erreurs juridiques importantes que les chambres d'appel successives ont simplement ignorées pendant plusieurs années. Les erreurs identifiées dans le mémoire d'appel, indique l'appelant, pèsent sur l'ensemble des condamnations telles que celles de la Chambre de première instance sur les moyens 2 à 11 qui devraient être infirmés et qui ne devraient pas faire l'objet d'un verdict de culpabilité. Le moyen 1. L'appelant avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en considérant que M. Mladic était pénalement responsable pour ce que l'appelant a appelé des incidents non répertoriés et non indiqués.
Dans les présentations écrites de l'appelant au paragraphe 41 à 60, dans le mémoire d'appel au paragraphe 8 à 14 de la réplique, pour aider cette Chambre, ma présentation me permettra de me focaliser tout d'abord sur ce que l'appelant appelle les incidents non répertoriés et non indiqués. Deuxièmement, la publication d'un avis. Troisièmement, le fait que ces erreurs, que l'on n'a pas essayé de remédier à ces erreurs à travers la présentation d'un contre-interrogatoire ou à travers la défense. Et enfin, l'impact des erreurs de la Chambre de première instance. Définition. Des incidents répertoriés sont des incidents qui sont identifiés dans une annexe attachée à l'acte d'accusation. Elles sont numérotées, nommées et indiquées en noir et blanc. Et il est dit que cela fait partie des allégations à l'encontre de l'accusé, du simple fait qu'il soit annexé à l'acte d'accusation. Des incidents non répertoriés sont des incidents sur lesquels l'accusation peut se baser pour prouver les éléments matériels des crimes, comme par exemple un schéma de conduite. Et cela est indiqué dans la liste des témoins relevant du 65 ter, dans lequel l'accusation explicitement indique qu'un témoin sera appelé pour témoigner sur un incident non répertorié. Parmi les exemples, le RM 109 à la page 222 de la liste des témoins relevant du 65 ter au paragraphe 3, et je cite, « Le témoin peut également témoigner de sa participation personnelle dans l'enquête sur des éléments non répertoriés de tir et de bombardement. » RM 138, page 219 au paragraphe 6, et je cite, « L'hôpital d'État, l'hôpital public a été ciblé et bombardé et a reçu également des tirs de mortier non répertoriés. » Fin de citation. Le fait que les témoins puissent témoigner sur ce que l'accusation considère être des incidents non répertoriés a explicitement été identifié en tant que tel. Des incidents non répertoriés, non nommés, sont des incidents qui ne s'inscrivent dans aucune des catégories susmentionnées. Ce dont il s'agit, en fait, ce sont des incidents à propos desquels un témoin a fait quelques accusations lors du procès, mais pour lesquelles il n'y a pas eu d'avis donné à la défense, indiquant qu'il s'agissait d'incidents répertoriés ou non répertoriés pour lesquels M. Mladic pourrait être tenu responsable. Pour éclairer cette distinction, il serait bon de revenir à des éléments de base avec un exemple. Un accusé subit un procès pour l'incident 1. Le témoin 1 est appelé pour témoigner de l'incident 1. Et dans le cours de sa déposition, des accusations supplémentaires peuvent être faites à l'encontre de l'accusé. Celles-ci ne sont pas prises en compte. Dans un procès contradictoire, ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte dans le cas des accusations. L'accusation doit d'abord indiquer à la défense qu'elle souhaite les ajouter à l'acte d'accusation avant que l'on puisse les utiliser. Le principe général du droit reste inchangé pour un procès pénal international et avant que les condamnations ne puissent être faites. Toutes les allégations, les simples allégations, ne s'inscrivent pas dans le champ d'application de cet acte d'accusation. Contrairement aux présentations de l'accusation, au paragraphe 6.13 de sa réponse, ce point ne peut concerner l'acte d'accusation. Le problème, c'est que l'acte d'accusation ne peut être élargi pour des accusations pour inclure des accusations qui ont été simplement faites. Et c'est là l'erreur de la Chambre de première instance qui a condamné M. Mladic sur la base de des accusations qui n'avaient jamais été identifiées comme étant des incidents répertoriés ou non répertoriés. Comme cela a été dit au préalable, lorsque l'accusation cherche à appeler un témoin pour témoigner sur un incident non répertorié, elle doit le spécifier et en informer la défense que M. Mladic pourrait être tenu responsable sur le plan pénal pour ces incidents. Et
il s'ensuit que l'appelant retire des incidents pour lesquels la défense n'a pas reçu ces éléments et qui sont indiqués dans le mémoire d'appel. Par contraste avec l'approche qui a été adoptée pour les incidents non répertoriés, la défense n'a pas reçu un avis concernant les incidents non répertoriés et non nommés. La première fois que la défense a été mise au courant de ces accusations, selon lesquelles ces incidents étaient traités comme des incidents non répertoriés, a été au moment où le jugement et la décision a été rendus. C'est la Chambre de première instance les a identifiés comme des incidents non répertoriés et non l'accusation. Des exemples pris dans le mémoire de l'appellant, paragraphe 48, l'incident de Srebrenica et les tueries opportunistes du 13 et 14 juillet 1995, les incidents de tirs isolés du 31 mars 1993, l'incident de Srebrenica du 23 juillet 1995, l'incident de tirs isolés du 9 novembre 1993, l'incident de bombardement du 14 mai 1992, l'incident de traitement cruel et inhumain J2I 31 mai 8 juin 1992, l'incident de détention illégale EIII. Et pour chacun de ceux-là, la liste du 65 ter ne fait aucune référence à ces accusations comme étant des incidents non répertoriés dans le résumé. En fait, les accusations faisaient simplement partie du narratif pour les incidents répertoriés ou les questions définies sur lesquelles le témoin avait été appelé pour déposer dans le mémoire préalable au procès et les résumés du témoin ou la liste du 65 ter. En l'absence d'avis selon lesquels ces accusations étaient traitées par l'accusation comme des incidents non répertoriés, la Chambre de première instance a fait l'erreur de les considérer comme tels. Contrairement à la suggestion de l'accusation au paragraphe 12, l'utilisation de langage inclusif dans l'acte d'accusation n'est pas un chèque en blanc pour condamner M. Mladic sur la base de toute accusation qui aurait été faite devant la Chambre de première instance. Il doit y avoir des limites pour rester dans le cadre de l'équité. L'appelant avance que cela est contraire au principe de base d'un procès pénal si n'importe quelle accusation pouvait s'inscrire dans l'acte d'accusation sans préavis. L'accusation doit identifier quelle affaire et quels incidents et quels sont les incidents pour lesquels il cherche à condamner, de façon à ce que la défense puisse défendre son client contre ces incidents spécifiques. Presentation of a general defense or La présentation des moyens à décharge et les contre-interrogatoires n'ont pas permis de corriger cette erreur. En l'absence de toute notification, et puisque les crimes allégués n'étaient pas précisés, la seule défense qu'il était possible de présenter était de nature générale. La présidente, Madame Bagot, est-ce que ce serait le moment opportun pour prendre une pause d'1 heure? Madame Bagot, oui, en effet. La présidente, très bien. Nous allons ménager une pause pendant 1 heure et nous allons reprendre nos travaux. Quelle heure est-il maintenant, la défense? Il est 10h30. La présidente, nous allons reprendre nos travaux à 11h, à 12h30. Le greffier d'audience à 11h30. La présidente, excusez-moi, il y a un décalage horaire entre nous. Ou non. Le greffier d'audience, il est 10h30 maintenant, 10h31, donc nous devrions reprendre à 11h30. La présidente, il est 10h30 chez vous. Très bien. Nous allons reprendre nos travaux à 11h30.
sure